Bonsoir, mesdames, messieurs. Très heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui, mais c'est assez normal avec la qualité de notre conférencier du jour. Monsieur le Président et cher Pascal, je suis donc très heureux de t'accueillir ce soir devant notre forum. Tu es une personnalité connue, mais laisse-moi quand même rappeler ton parcours. Tu as fait HEC, l'ENA, dont tu es sorti inspecteur des finances, comme quelques autres. Tu as été très vite ensuite au cabinet de Jacques Delors, quand il était ministre des Finances de François Mitterrand. Et après avoir été ensuite au cabinet du Premier ministre Pierre Mauroy, tu as rejoint Jacques Delors à la Commission européenne, dont il était lui-même président, et tu es resté son directeur de cabinet de 1985 à 1994. Ça ne nous rajeunit pas. À ce titre, tu as participé à plusieurs réunions du G7, ce qui te préparait à tes fonctions futures. Au départ de Jacques Delors de la Commission, tu es devenu directeur général du Crédit Lyonnais, puis tu es revenu ensuite en 1999 à la Commission européenne, alors présidée par Romano Prodi, je ne me trompe pas, et comme commissaire au commerce. C'est donc tout à fait légitimement qu'en 2005, tu as été élu directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, puis réélu en 2009. Et tu l'as quitté en 2013, c'est vrai aussi. Ayant participé ensuite à la création de l'Institut Jacques Delors, notre Europe, tu en es maintenant le président d'honneur. Et puis j'ajoute que ce que tu viens de m'apprendre, c'est-à-dire que tu t'occupais du pôle Sud et que tu étais président du Forum de Paris pour la paix. De Forum de Paris pour la paix. Voilà. Enfin, tu es en tout cas bien placé, particulièrement bien placé, pour nous parler ce soir, en premier lieu au moins, du libre-échange. Pour fixer les idées, je rappelle que l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a succédé au GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, en avril 1994, à Marrakech. Et toujours pour fixer les idées, le GATT avait été fondé en 1947 par 23 pays pour engager à l'époque la réouverture des frontières à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Par parenthèse, je dis toujours seconde quand je parle de la guerre de 39-45 par superstition, parce que je n'en imagine pas une troisième, malgré les gesticulations militaires de Poutine et le désir de puissance de Xi Jinping face à l'imprévisible de Washington. Mais pour revenir à l'OMC, elle réunissait plutôt, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, 128 pays, puis d'autres ont adhéré successivement. La Chine y a été admise en 2001, ce qui n'a pas été sans problème, et en 2016, je crois qu'ils étaient 164. C'est ça, je ne me trompe pas. Bon. Si le Conseil du Forum t'a demandé de venir ici, c'est pour deux raisons. D'abord, comme le titre de ta conférence le suggère, stop ou encore. Faut-il aller encore plus loin dans l'ouverture des frontières au commerce de biens et services, ou bien l'ouverture, sous pression anglaise permanente, a-t-elle été trop rapide entre nos pays développés et ceux qu'on a baptisés sous-développés dans les années 60-70, lesquels, grâce au commerce international, sont devenus des pays dits émergents. Avant toi, avaient eu lieu 5 conférences ministérielles de réduction des tarifs, Singapour en 96, Genève en 98, Seattle en 99, dont on dit qu'elle s'est conclue par un échec, Doha en 2001, qui a ouvert le cycle du même nom, puis Hong Kong en 2005, et c'est là que tu es arrivé à la tête de l'OMC, même évidemment si tu avais participé auparavant comme commissaire européen au commerce à de nombreuses réunions. Alors Pascal, monsieur le directeur du commerce mondial pendant 8 ans, raconte-nous et surtout donne-nous ton avis sur ce qui a réussi, raté, et ce qui devrait ensuite se poursuivre dans l'intérêt du monde. Persistes-tu à être libre-échangiste, au risque d'être classé, comme moi tout de suite, par les élites ultralibérales mondialisées, comme on dit sur les ronds-points jaunes, en perroquet de Marine Le Pen? Ou penses-tu qu'on est allé trop loin? Bien sûr, nous t'attendons de toi aussi ce soir, si tu en as convenance, que tu nous dises ton avis sur le prochain scrutin européen. D'abord, que penses-tu du rythme de construction de l'Europe? Est-ce sa lenteur qui est responsable du désintérêt des peuples, au moins apparent, pour l'Union? Tu l'as vécu de l'intérieur. Pourquoi cette lenteur? A-t-on eu raison d'élargir si vite aux pays de l'Europe centrale et orientale? Ensuite, que vois-tu venir avec ce Brexit sans Brexit? Je me rappelle un voyage en avion que par hasard on avait fait ensemble. Je crois que c'est justement
au retour de Marrakech, quand tu étais allé pour la création de l'OMC. Les Anglais vous compliquaient déjà la vie à Bruxelles et tu m'avais dit, ça m'avait frappé, ça s'arrangera, les Anglais finissent toujours par nous rejoindre. Le penses-tu encore, malgré la lamentable image qu'ils donnent aujourd'hui face aux populistes de tous bords, du fonctionnement de la plus vieille démocratie libérale de l'histoire? Nous t'écoutons avec le plus grand intérêt. Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Jean pour cette invitation, pour cette introduction. Donc je vais consacrer mon propos introductif à cette question de la globalisation, dont effectivement j'ai été à la fois témoin, acteur, narrateur, commentateur, parfois critique, depuis maintenant une trentaine d'années. Puis on gardera, si vous voulez bien, les questions d'immédiat Europe, encore que je vais vous parler un peu d'Europe, et le Brexit, qui sont des développements à court terme sur lesquels, bien entendu, on pourra revenir parce qu'ils sont importants. Et donc la question de ce soir, c'est la globalisation, stop ou encore, est-ce qu'on est allé trop loin, est-ce que ça va continuer? Je vais répondre à cette question, étant entendu que ce que j'appelle globalisation, pour qu'on soit à peu près d'accord sur ce dont on parle, c'est cette phase d'expansion du capitalisme de marché, qui a connu d'autres phases d'expansion, qui en connaîtra d'autres d'ailleurs dans l'histoire humaine, et qui est essentiellement caractérisée par une intensification des échanges internationaux, qu'il s'agisse des échanges de biens, de services, de capitaux ou de personnes. Donc c'est un moment où l'échange marchand, d'autres formes d'échange aussi, mais l'échange marchand accélère, se développe, se répand et s'interpénètre. C'est probablement la grande transformation des dernières décennies, et c'est par là que je vais commencer, puisque ces dernières décennies ont vu une série de convergences entre des facteurs qui sont à l'origine de cette vague de globalisation, qui l'ont entretenue. Ce sera mon premier point. Le deuxième point, c'est que plus récemment, après cette période, pour un certain nombre de raisons qui ont à voir avec les évolutions, les changements qu'ont subis ces facteurs, on est entré plus récemment dans une ère de globalisation turbulente. Donc on a commencé par la globalisation heureuse, on est maintenant dans la globalisation turbulente, et évidemment mon dernier point ce sera qu'est-ce qui va se passer maintenant, où va-t-on, et qu'est-ce qu'on peut dire de l'avenir de ce phénomène et de ce processus. Alors pour commencer par d'où on vient, depuis 3-4 décennies, on a connu une phase de globalisation, c'est-à-dire d'intensification de l'échange international sur toute cette période, et la réalité historique est qu'elle s'est accélérée, amplifiée, intensifiée au moment de la chute du mur, c'est-à-dire dans les années 90. Et cette phase a été marquée par la convergence d'un certain nombre de facteurs qui sont des traits fondamentaux de l'évolution du monde contemporain. J'en prends 3 pour rester simple. Le premier facteur, c'est la technologie. Le deuxième facteur, c'est l'idéologie. Et le troisième facteur, c'est la géopolitique. Je commence par la technologie parce que cette phase de globalisation, comme toutes celles qui l'ont précédée d'ailleurs, est née d'une révolution dans les modes de transport.
Ça a été vrai quand on a inventé le gouvernail des tambours, ça a été vrai et que les bateaux ont pu voyager autrement que par vent arrière. Ça a été vrai avec le passage de la navigation de la voile à la vapeur. Ça a été vrai avec l'invention de l'électricité. Ça a été vrai dans le monde contemporain avec le développement des avions, avec l'invention du conteneur, qui n'est pas une transformation scientifique tout à fait considérable, mais quand même, l'homme qui a inventé les conteneurs et qui a à un moment imaginé qu'on allait transporter les marchandises plus facilement en les mettant dans des boîtes qu'en les gardant en vrac, a révolutionné le commerce mondial, l'échange international, au même titre que celui qui a inventé Internet. Scientifiquement, c'est pas tout à fait de la même école, mais l'effet réel a été considérable. Et ce facteur technologique a abouti à un écrasement absolument considérable du coût de la distance. Pour les biens, pour les services, désormais pour les informations. Et une des manifestations les plus vibrantes, les plus importantes de cette globalisation, encore aujourd'hui, même si on n'est pas tout à fait dans la même phase, je l'ai déjà dit, c'est l'énorme flux de données qui circulent au travers de ce monde et dont la plupart sont associés à des systèmes productifs, encore une fois, qu'il s'agisse de biens, qu'il s'agisse de services. Et donc, ce facteur est là. Traditionnellement, tous les économistes le savent, ce qui avait freiné l'expansion de l'échange international, c'était tout simplement le coût de la distance. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle, en général, les systèmes économiques qui échangent entre eux échangent davantage avec une proximité immédiate qu'avec le lointain. Donc ce facteur est là et il a totalement transformé l'économie contemporaine en autorisant ce qu'on appelle la multilocalisation des processus de production. En gros, avant on produisait une voiture dans un pays et puis on l'exportait dans un autre pays et puis il y avait un flux de commerce international qui correspondait à la valeur de cette voiture. Aujourd'hui, une voiture est fabriquée en moyenne dans 9 pays. Il y en a qui produisent telle ou telle pièce, il y en a d'autres qui produisent le moteur, il y en a qui montent en partie, et puis à la fin, il y a une chaîne d'assemblage où tous ces morceaux se retrouvent ensemble, et tout ça donne lieu à un volume d'échange international qui est évidemment beaucoup plus grand, parce que ça circule, ça va d'un côté à l'autre, ça passe une frontière, comme à chaque fois qu'un bien passe une frontière, il y a un compteur qui s'allume. Évidemment, il y a un volume de commerce international beaucoup, beaucoup plus grand que juste la valeur de la voiture. Et ce sont ce qu'on appelle ces chaînes de valeur globale qui se sont développées grâce à la réduction du coût de la distance, de telle sorte que les processus de production allouent leurs divers segments en fonction de l'intérêt qu'il y a à produire à tel endroit plutôt qu'à tel endroit, étant entendu que derrière tout ça, il faudra assembler, mais que ces questions qui au fond se heurtaient au coût de la distance pendant très longtemps, maintenant ne se heurtent plus, et ça coûte beaucoup moins cher de trimballer un conteneur de Singapour à Marseille que de Lyon à Marseille ou de Paris à Lyon. Ça, c'est la réalité technologique, les infrastructures. Il n'y a pas besoin d'être marxiste à 100% pour considérer que ça pèse beaucoup dans les évolutions économiques. Le deuxième facteur est de nature, lui, idéologique. Il a conduit à une doctrine qui est partagée à 90 ou 95% par tous les économistes de cette planète, selon laquelle l'ouverture des échanges est une conduite rationnelle, efficace. Si vous faites quelque chose mieux que moi, et si je fais quelque chose mieux que vous, nous avons tous les deux intérêt à l'échange. Je vais bénéficier de votre savoir-faire et mes consommateurs vont en être satisfaits. Vous allez bénéficier du mien et vos consommateurs vont en être satisfaits. Et tout ça va aboutir à une meilleure allocation de la somme des facteurs de production que moi et vous, nous mettons en œuvre pour produire. C'est efficace, et donc, grâce
au développement de l'échange international, avec les mêmes facteurs de production, on va produire davantage, parce qu'on les utilisera mieux, ça s'appelle la productivité, et donc c'est directement lié à la croissance. En gros, la croissance des économies, c'est quand même d'abord la croissance de la productivité, si on laisse de côté l'évolution des facteurs de production eux-mêmes, qu'ils soient naturels ou démographiques. Donc, l'idéologie, depuis la Seconde Guerre mondiale, et notamment compte tenu de ce qui s'était passé pendant la crise de 39, la crise des 29, où le choc économique avait donné lieu à des réactions protectionnistes qui avaient amplifié le choc économique, et d'ailleurs certains historiens disent que c'est pas la crise de 29 qui a produit la Seconde Guerre mondiale, c'est la vague protectionniste qui a suivi la crise de 29 qui a produit, bon c'est pas, ça se discute d'ailleurs, mais disons qu'on est passé après la Seconde Guerre mondiale dans une phase où s'est établi une sorte de consensus dans lequel c'est la direction dans laquelle il faut aller, et de fait, les droits de douane moyens, qui étaient de l'ordre de 30-35% après la Seconde Guerre mondiale, sont aujourd'hui de l'ordre de 5%, ce qui n'est pas beaucoup, encore que ce 5% est une moyenne pondérée mondiale, et donc elle recouvre des évolutions assez différentes selon les pays ou les catégories de biens, étant entendu que les obstacles aux échanges aux services ne sont pas de nature... Il n'y a pas de droit de douane sur les services, c'est plutôt des barrières réglementaires. Et donc tout ceci a abouti à une phase très très longue dans laquelle les obstacles à l'échange, dont l'objectif était de protéger le producteur de la concurrence étrangère, parce qu'évidemment, si je fais quelque chose mieux que vous, et que moi je fais quelque chose, et que vous faites quelque chose mieux que moi, les consommateurs, je l'ai dit, des deux côtés vont être contents, mais ceux qui chez vous font ce que je fais moins bien que moi, et vice-versa, vont pas tellement être d'accord avec le fait que c'est une très très bonne idée, quoi. C'est assez naturel. Il y a l'homo economicus, il est fait de deux parties de son cerveau, le consommateur et le producteur, et c'est un cas classique où, dans certains cas, le producteur n'est pas content alors que le consommateur l'est. Et donc, ceci amène, dans un certain nombre de cas, à ce que, pour protéger mes producteurs de l'efficacité de vos producteurs, je vais compenser le différentiel de productivité, de savoir-faire, par une barrière qui s'appelle un droit de douane ou une subvention, peu importe, ça revient au même. Je vais compenser ce différentiel de productivité par une mesure commerciale. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé, le premier traité de commerce entre le pharaon d'Égypte et le roi de Crète était de ce type. Ils ont regardé ce qu'il y avait comme obstacle aux échanges. Ils ont dit, bon, on va les réduire parce que quand même c'est bon pour nous deux. Et c'est ce qui s'est passé entre, disons, la Seconde Guerre mondiale et maintenant, de telle sorte que, effectivement, les échanges se sont beaucoup ouverts par la réduction, l'érosion, parfois la disparition, de ces obstacles dont l'objectif était de protéger les producteurs de la concurrence étrangère. Et puis le dernier facteur qui a beaucoup joué dans la globalisation, c'est l'évolution géopolitique. Le monde de cette période était et est encore dans une large mesure, j'y reviendrai, beaucoup plus pacifique que les périodes d'avant. On n'a plus connu de grands conflits mondiaux. Les économies ont beaucoup progressé, et notamment celles des pays émergents, qui ont évidemment utilisé la globalisation pour faire valoir un certain nombre de leurs avantages, et notamment le fait que les salaires y étaient bas. Alors, en général, d'ailleurs, les salaires y étaient bas parce que la productivité était basse, et que si les salaires sont bas et que la productivité est basse, la concurrence n'est pas très très dangereuse. Par contre, quand la productivité commence à augmenter, et en général elle commence à augmenter avant que les salaires n'augmentent, là, il y a une phase dans laquelle ils peuvent exploiter un avantage comparatif, notamment dans les industries de main-d'œuvre. Tout le monde, quand on fait ce raisonnement en général, le nom qui vient tout de suite en tête, c'est la Chine. Évidemment, à juste titre. Puisque dans le grand basculement de l'économie mondiale, en gros, on était dans les années 50-60 dans une économie mondiale où 3/4 de la production était dans le nord et 1/4 dans le sud. Au
tournant des années 2000, on est passé dans une économie mondiale dans laquelle moitié était du Nord, moitié du Sud, et maintenant on est dans une économie mondiale où le Sud, comme on disait dans le temps, produit davantage que le Nord, et évidemment l'éléphant du Sud, pas le seul animal qui s'est beaucoup développé, mais évidemment l'éléphant principal c'est la Chine, et on y reviendra. Et donc toutes ces évolutions sont allées en gros dans le même sens. La technologie réduit le coût de la distance, l'idéologie réduit les obstacles à l'échange, et l'émergence des pays en voie de développement fournit une croissance économique qui a énormément grandi chez les pays émergents, et donc réduit la pauvreté chez eux, ce qui, chacun sait, est un facteur de stabilisation, pas toujours de bonheur, j'y reviendrai, mais en tout cas de stabilisation. Et donc cette période, en gros, est une période où la globalisation a produit des effets très positifs, et elle a correspondu d'ailleurs à une période où, par exemple, la démocratie, les régimes politiques démocratiques se sont simultanément multipliés. La part des pays qui se sont dotés de régimes démocratiques a augmenté. Et donc c'était la phase de ce que j'ai appelé tout à l'heure la globalisation heureuse. Nous en sommes sortis, et c'est mon deuxième point. Nous en sommes sortis récemment parce que un certain nombre des évolutions, des changements, des grandes transformations que j'indiquais, et qui ont poussé à cette phase de 30 ou 40 années de globalisation dans l'ensemble positive et heureuse, les temps ont changé, et on a constaté un certain nombre de changements, d'évolutions importants dans ces facteurs qui ont conduit à la période actuelle, qui est une période de turbulence. Je dirai tout à l'heure ce que je pense de la suite, mais comme toutes les périodes de turbulence, elle est recouverte d'un point d'interrogation. Est-ce que les turbulences actuelles sont l'amorce d'un changement de paradigme, c'est-à-dire est-ce qu'on va vers quelque chose d'autre que la globalisation, et notamment la déglobalisation, ou est-ce qu'au contraire c'est une phase de transition et que les choses reprendront le cours qu'elles avaient précédemment? Je dirai tout à l'heure ce que j'en pense. Toujours est-il que depuis une dizaine d'années, en gros depuis disons, 10-15 ans, le milieu des années 2000, des changements sont intervenus qui ont, sinon fait dérailler, en tout cas, ralenti, affecté, endommagé ce processus. Je range ces facteurs, encore une fois, pour la commodité de l'exposé, derrière dans 4 catégories. Des changements de nature sociale, et donc, deuxième catégorie, des changements de nature politique, des changements de nature systémique dans le système des échanges internationaux, et puis, là aussi, un facteur géopolitique qui s'est transformé. Je commence par les changements de nature sociale. Je reviens à mon raisonnement de base de tout à l'heure. Je fais quelque chose mieux que vous, vous faites quelque chose mieux que moi, nous avons intérêt à l'échange, nos consommateurs vont être contents, et évidemment nos producteurs, eux, quand ils sont dans la zone où je vais faire à leur place ce qu'ils faisaient chez vous et vice-versa, ça va leur poser des problèmes. Et on vient vers le fond de la théorie de l'échange international, que je résume comme un modèle ricardo-schumpeterien. On a intérêt à l'échange, ça marche parce que ça réalloue les facteurs de production, et notamment le facteur travail, mais aussi le facteur capital. Et cette réallocation est évidemment productrice d'efficience, ce qui fait qu'il y a plus de gagnants que de perdants. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des perdants. Et ces perdants, évidemment, vont assez naturellement regretter d'être perdants, parce qu'ils doivent changer, se bouger, que c'est pas toujours facile, commode pour
tout le monde, pour des tas de raisons qui varient selon les endroits de la planète, et notamment dans le monde développé. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que l'équation gagnant-perdant, qui était très 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 favorable aux gagnants, et il n'y avait pas beaucoup de perdants, petit à petit, s'est déséquilibré, ou en tout cas a dû subir un nouvel équilibre au fur et à mesure que les pays émergents entraient dans la danse de l'économie internationale et de la globalisation. Alors normalement, cette équation gagnant-perdant, qui veut qu'il y a beaucoup plus de gagnants que de perdants, ce qui explique la formidable réduction de la pauvreté qui est intervenue dans la période précédente, s'accompagne, si elle n'est pas correctement prise en compte par les systèmes domestiques, d'une augmentation des inégalités. C'est d'ailleurs ce qu'on a constaté très fortement dans la dernière grande phase de globalisation technologique et idéologique à la fin du XIXe siècle, ce qui a donné lieu à des réactions populaires assez violentes, qui en gros, petit à petit, ont abouti à ce qu'on a appelé l'État-providence, c'est-à-dire que les pouvoirs nationaux ont dû mettre en place des systèmes de réduction de l'insécurité sociale, soit par des systèmes assurantiels, soit par des systèmes d'intervention directe. Et c'est ainsi qu'on a en gros inventé ce qui tourne autour de ce qu'on appelle l'État-providence, le welfare state, la sécurité sociale, qu'il s'agisse de l'indemnisation du chômage, qu'il s'agisse de la santé, des retraites, etc. Ces systèmes qui, à des degrés variables, sont nés et se sont développés dans le monde occidental, se sont avérés assez inaptes à traiter correctement ce qui est intervenu avec la globalisation, parce qu'ils datent un peu. Ils ont été conçus à des moments où l'échange international était beaucoup moins violent dans ses effets d'efficience qu'il ne l'est maintenant. Et la réalité économique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on produit mieux, on produit davantage, et donc on a plus de ressources pour nourrir ce système de réduction de l'insécurité sociale, ce grand principe tout simple se heurte au fait que c'est quand même parfois compliqué de changer les systèmes qui ont une certaine tendance à se reproduire. Et donc, la vérité, c'est que cette phase de globalisation a abouti à des difficultés sociales. J'ai dit tout à l'heure que c'était un système de nature ricardo-schumpeterien. Je le résume, même si c'est un peu brutal. Ça marche parce que ça fait mal, et ça fait mal parce que ça marche. Et la globalisation ne peut être comprise dans ses effets que si on regarde bien et le côté positif, c'est-à-dire ça marche, et le côté négatif, c'est-à-dire que les perdants ont de bonnes raisons de penser que l'idée selon laquelle ça marche globalement, c'est peut-être très bien, mais ça ne marche pas pour eux. Et je cite toujours cette anecdote, que je n'ai pas vécue, mais qui est née au moment du Brexit. J'ai, comme d'autres, fait la campagne pour Remain. Et dans une émission de télé, un jour, il y avait un gars qui discutait avec un économiste de mon genre, là, ou du genre de gens un peu ouverts, nomadisés, globalisés, et qui disait attention, attention, hein, si vous votez Brexit, ça va pas être bon pour le PNB, quoi. Hein. Et le gars a répondu peut-être, mais c'est votre PNB, c'est pas le mien. Bon, et là, on touche évidemment à la partie politique, assez normalement des difficultés sociales, des revendications de ce type, des frustrations, des anxiétés, des peurs, des revendications, des gens qui se sentent injustement traités, a donné lieu à des changements politiques, à des courants politiques, et même si le populisme qui s'est développé sur cette planète depuis 10 ou 15 ans n'est pas uniquement dû aux difficultés, à la peine de la globalisation, elle est quand même très importante, et elle a notamment été prise en charge par un certain nombre de courants populistes qui remettent en cause le système
et qui propose de le changer de diverses manières, en général violentes, en général en se débarrassant des élites qui ont porté le système précédent. Et donc, la critique de la globalisation, qui n'était pas totalement inexistante dans la période précédente. Ceux qui se souviennent de Seattle, et je me souviens parce que j'étais commissaire européen à l'époque, se souviennent qu'il y avait des démonstrations, des grandes manifestations de gens qui défilaient et qui disaient l'ouverture des échanges, c'est pas bon pour les pays en développement, ça va les saccager, etc. Bon. Ils se sont gourés parce que s'il y a quelqu'un qui en a profité le plus par rapport à l'ensemble, ce sont bien les pays en développement dans la période précédente. Mais c'était une contestation un peu marginale, un peu utopienne, un peu gaucho, sur des questions de justice sociale toutes simples. Là, on est entré dans une phase où la critique de la globalisation, au nom de ses effets sociaux, occupe, en Europe, occupait, disons, 10% de l'espace politique il y a 20 ans, occupe maintenant entre 20 et 25% de l'espace politique. Le 10% de l'époque, c'était 3% d'extrême gauche et 7% en moyenne européenne d'extrême droite. Le 20 à 25% d'aujourd'hui, c'est 5% d'extrême gauche, c'est-à-dire ça n'a pas beaucoup augmenté à l'extrême gauche, mais là où ça a beaucoup augmenté, c'est à la droite de la droite. Et donc, il y a là un facteur qui a en partie mené à une mise en cause, une mise en doute de la globalisation. Et ce n'est pas seulement un problème européen. Avant le Brexit, phénomène européen, en partie dû à ceci. On a connu Duterte aux Philippines, Erdogan en Turquie, Poutine en Russie. Maintenant, on a vu Bolsonaro au Brésil. On a vu les conditions dans lesquelles Netanyahou a été réélu récemment. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est Trump, qui est le produit parfait d'un bouleversement politique né de la difficulté d'une partie de la population américaine à s'ajuster au changement. La globalisation n'est pas le seul changement, bien entendu. Le changement technologique, dont elle est, je l'ai dit, un accélérateur, un transmetteur, y est pour beaucoup. Donc on ne peut pas non plus complètement séparer la globalisation du changement technologique. Mais la vérité, c'est que c'est pas un hasard si c'est dans la partie du monde occidental où les systèmes de réduction de l'insécurité sociale sont les plus faibles, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, que Trump a été élu. Je pense, je peux peut-être me tromper, je pense que Trump ne serait pas élu en Europe. Les Américains redistribuent 30 à 35% de ce qu'ils produisent, et là-dedans, il y en a un bon paquet qui va dans le militaire et pas dans le social. Nous, en Europe, on redistribue 45% de ce qu'on produit, et on met moins que les Américains dans le militaire, beaucoup plus dans le social. Si vous faites la comptabilité des dépenses de sécurité sociale dans le monde, c'est-à-dire ce qu'on redistribue entre les riches et les pauvres dans un système de cotisation sociale d'impôts, la moitié des dépenses de sécurité sociale dans le monde sont dépensées en Europe. On fait 7% de la population du monde, on fait la moitié des dépenses de sécurité sociale. C'est dire que notre système est infiniment plus sophistiqué que celui des autres, et notamment dans les pays développés, qu'il s'agisse des États-Unis ou du Japon. Le Japon est un cas un peu différent parce qu'il y a des raisons au Japon, il y a des raisons fondamentales, culturelles à la cohésion sociale au Japon qui n'existent pas en Europe ou aux États-Unis. Donc ce deuxième problème social, accentué par la crise de 2008, dont je n'ai pas encore parlé, et qui a eu pour effet de mener à un rétrécissement des systèmes de sécurité sociale, parce que, comme il a fallu dépenser beaucoup d'argent pour relancer l'économie, après il n'y en avait plus beaucoup, on a fallu faire des plans d'austérité, et évidemment, les plans d'austérité ont tapé dans un certain nombre de ces dépenses sociales, le cas le plus clair étant l'Angleterre, qui est le pays d'Europe où le système de sécurité sociale traditionnel a été le plus rétréci à l'occasion de la crise, d'où le Brexit.
Et c'est pas absolument une coïncidence si cette affaire est arrivée en Grande-Bretagne, même si les relations de la Grande-Bretagne et les continents, on en parlera peut-être tout à l'heure, sont une longue affaire, assez compliquée. Mais la crise de 2008, évidemment, a joué dans ce changement de la manière dont cette équation gagnant-perdant s'est traduite sur le plan politique. Il y a aussi eu des changements dans le dispositif international. J'ai dit que la période précédente avait en gros mené à une réduction progressive des obstacles à l'échange, dont l'objet était de protéger les producteurs de la concurrence étrangère, ce qu'on appelle en anglais le level playing field, c'est-à-dire au fond d'égaliser raisonnablement les conditions de concurrence, ce qui avait été fait entre les années 60 et les années 2000 a beaucoup ralenti. À ce moment-là, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que les questions de gouvernance globale, qui avaient progressé assez naturellement, assez nettement, dans un dispositif d'institutions et d'organisations et de traités internationaux entre la Seconde Guerre mondiale et les années 2000, ont ralenti. La dernière grande manifestation de cette vague de construction d'un système international a été la création de la Cour criminelle internationale, qui est un grand moment dans l'organisation de la vie internationale, parce qu'on sort du monde où chacun fait ce qu'il veut chez soi et on peut être mis en cause au nom de principes universels et passer devant des juges et se retrouver en prison quand on a maltraité ces populations, ce qui est quand même une formidable changement dans la conception du monde. Et parallèlement d'ailleurs, c'est à ce moment-là, Jean Matouk le rappelait tout à l'heure, qu'a été créé l'OMC en 1994. C'est un peu le pic de ces moments d'organisation. Depuis, ça a parfois ralenti, parfois patiné. La cause essentielle de tout cela étant que l'émergence des émergents, en tant que puissance économique, s'est traduite par une émergence en tant que puissance politique, et que, assez naturellement, ils ne sont pas forcément tout à fait d'accord avec le système qui a été monté à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dont la conception était totalement occidentale. Le logiciel du système international que nous pratiquons aujourd'hui, les Nations Unies, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation internationale des télécommunications, l'Organisation internationale de l'agriculture, etc. Tout ça, c'est né d'une conception occidentale. Ça repose sur des principes philosophiques, mentaux, moraux, qui sont hérités de la civilisation occidentale, et notamment États-Unis et Europe. Et ça ne va pas forcément de soi si vous êtes indonésien ou égyptien ou chinois ou indien. Plus facile si vous êtes brésilien ou argentin, parce que votre teinture occidentale est très très forte dans votre mode de pensée, mais là où la population de ce monde augmente le plus vite, et là où la classe moyenne de ce monde augmente le plus vite, sont en Asie, dans des pays, dans des populations qui ne partagent pas forcément notre mode de pensée. Et ceci a abouti à un certain nombre de freins, de revendications, de complications, et qui se sont vues d'ailleurs notamment à l'OMC. C'est pas qu'on n'ait pas pensé à réformer l'OMC à l'époque, parce qu'il faut que les règles bougent quand le monde bouge, et surtout quand ces règles sont celles qui préside à l'organisation du système commercial international. On a essayé, et une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, c'est qu'il y avait une opposition plus forte qu'avant, et notamment en 2008, et j'ai quelques raisons de m'en souvenir, où on a failli aboutir à un paquet de réformes de l'OMC, et où ça n'est pas intervenu, parce que la dernière nuit, les Américains et les Indiens ne se sont pas mis d'accord pour des raisons de principe. Les Américains ont dit aux Indiens, vous n'êtes pas si sous-développés que ça, et donc, je suis d'accord avec ça et pas avec ça. Et les Indiens ont dit, Tintin, si vous m'expliquez que je suis plus développé que je ne le pense, je ne suis pas d'accord. Et donc, je ne vais pas accepter des concessions que vous me demandez, au nom du fait que je suis maintenant un peu comme vous. Et on a vu d'ailleurs ceci dans toute la suite des questions
commerciale internationale, ou la question qui a hanté un peu le système, et notamment l'Organisation mondiale du commerce, de savoir si la Chine, qui est un pays qui a énormément grossi économiquement, avec une population qui, comme vous le savez, approchait le 1,5 milliard d'habitants, 1,350 milliard. Est-ce que la Chine est un pays pauvre avec plein de riches, ou est-ce que la Chine est un pays riche avec plein de pauvres? Selon que vous répondez d'une manière ou d'une autre à cette question, vous en tirez des conséquences assez différentes sur ses responsabilités, ses droits, ses devoirs dans l'échange international. Donc, ces évolutions systémiques ont, au fond, ralenti la capacité du système à offrir une ouverture supplémentaire des échanges dans tel ou tel domaine, ce qui a ralenti fortement le processus de globalisation. Et puis enfin, évolution géopolitique, il y en a plusieurs, et je n'y insiste pas, vous les connaissez. Il y a évidemment la vague de fondamentalisme islamiste, qui a beaucoup perturbé la vie internationale et la vie nationale, et ça n'est pas, hélas, terminé. Et puis, il y a surtout une donnée incontournable, immanquable, qui est cette fameuse rivalité entre la Chine et les États-Unis, bien connue des historiens, ce qu'on a appelé la trappe de Thucydide, quand cet historien réfléchissait sur les relations entre Sparte et Athènes, et il en avait déduit que les rééquilibrages significatifs de puissance ne se font pas sans conflit. Et l'état d'historien qui explique les différentes phases de l'histoire humaine, et notamment des grands conflits, et notamment de la Première Guerre mondiale, et notamment de la Seconde Guerre mondiale, par des processus de ce genre. Il est certain que la croissance de la Chine sur le plan économique et sur le plan politique remet en question la suprématie des États-Unis. Alors, est-ce que c'est tout de suite, demain, après-demain, ça se discute? Enfin, le sens général est assez clair. C'était d'ailleurs ce que les Américains ont très bien compris dans les années 60, comme d'ailleurs la plupart des Européens. Quand et comment la Chine deviendra-t-elle la première puissance mondiale? On peut discuter. Ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. Et la conscience de ce qui va arriver, quel que soit l'horizon, évidemment, pose des problèmes considérables aux États-Unis qui ont pris l'habitude d'être la puissance dominante sur cette planète, étant entendu que nous, Européens, j'y reviendrai dans ma dernière partie, étant entendu que nous, Européens, qui avons l'ambition de constituer une puissance capable de peser sur les autres, on n'en est clairement pas encore là. Et cette rivalité a pris, ces derniers temps, des formes beaucoup plus tendues que ça n'était le cas. Quand M. Kissinger a formaté la posture américaine à l'égard de la Chine, en gros c'était un jour la Chine nous dépassera, essayons de faire en sorte que ce processus inévitable se produise dans des conditions qui ne remettent pas en cause nos intérêts, ni les intérêts du monde occidental, et donc ayons ensemble, sur le plan militaire, sur le plan stratégique, sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan culturel, sur le plan idéologique, ayons ensemble la capacité de maîtriser cette évolution inévitable et éventuellement de peser sur les évolutions en Chine au cas où elle se traduirait par des menaces pour nous. Cette période est révolue avec Trump, pas seulement avec Trump, la classe politique américaine, de droite, de gauche et du milieu, est maintenant persuadée, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans, que la Chine est une menace pour les États-Unis sur le plan de la sécurité. Et une grande partie de ceci se joue dans la tech, à la frontière technologique, de l'innovation, dans le digital, dans le cyberespace. Et
cette nouveauté, en quelque sorte, explique en partie ce qui se passe en ce moment, étant entendu que le grand changement, et j'en termine sur ce point, sur cette évolution géopolitique qui, au fond, font entrer la globalisation dans une ère difficile. Au fond, avant la crise de 2008, on pouvait penser, et notamment nous Européens, mais pas seulement, on pouvait penser qu'un jour très très lointain, pas maintenant, mais peut-être dans 80 ans, 100 ans, 150 ans, un jour, les États-Unis deviendraient un peu moins violents dans leur version du capitalisme de marché, les Chinois deviendraient un peu moins collectivistes dans leur version du capitalisme d'État, et que tout ça, peut-être, convergerait vers un peu un truc à l'européenne, quoi. Hein. Système capitaliste, de marché, mais avec des systèmes sociaux, des libertés publiques, de la démocratie, du droit, de l'environnement, de la culture. C'était au fond un peu ce qui était né de la chute du mur. C'était l'idée que, ce que Fukuyama appelait la fin de l'histoire, à tort d'ailleurs, mais c'était que tout ça allait quand même converger vers quelque chose qui serait un peu plus homogène, qui se ressemblerait, qui serait plus facile à gérer, et qui serait moins risqué du point de vue des conflits. Ce qui a fait dérailler cette convergence, à mes yeux, et je l'ai vécu, année après année, mois après mois, parfois jour après jour, pendant la crise, ce qui a fait dérailler cette convergence, c'est la crise de 2008. Je l'ai dit tout à l'heure, elle a produit des effets sociaux qui se sont traduits par des effets politiques qui ont abouti à l'élection de Trump aux États-Unis. Et l'élection de Trump aux États-Unis a été une très forte inflexion. La preuve en est d'ailleurs que, en gros, personne ne pensait que ce serait possible. Donc du côté américain, il y a eu un grand coup de barre dans une direction finalement isolationniste, protectionniste. Trump a été le seul président américain qui a fait une campagne protectionniste depuis 1900. Depuis 1900, il n'y avait pas un président qui a été élu en disant si je suis élu, je vais mettre des droits de douane sur tout le monde parce que je considère que le déficit commercial américain est grave. Le fait que ce soit absurde ne change rien à la réalité politique. S'il suffisait que les choses soient absurdes pour qu'elles ne se passent pas politiquement, l'histoire humaine aurait été quand même moins accidentée qu'elle ne l'est incontestablement. Et donc, cette partie-là a commencé à diverger, mais c'est aussi vrai du côté chinois. La crise de 2008 a frappé la Chine comme tout le monde, et pour y faire face, la Chine a utilisé un instrument qui est là et que les autres n'ont plus beaucoup, en tout cas dans les pays développés, qui est l'État. L'économie chinoise, qui était totalement collectivisée dans les années 80, a été décollectivitée à la suite des réformes pilotées par Deng Xiaoping, réforme, ouverture, et en gros, elle est passée de 100% collectivisée à 15% collectivisée dans les années 2005-2006. Et ça se passait d'ailleurs plutôt bien, tout le monde était content. Entre 2005 et 2015, cette partie de l'économie chinoise est passée de 15% à 30%. Et donc, cette espèce de convergence vers la Chine s'ouvrant, ressemblant de plus en plus à une espèce d'économie de marché, a été percutée par la crise. Et à ce moment-là est intervenu un changement de leadership avec M. Xi Jinping, qui est un homme beaucoup plus communiste que ses prédécesseurs, beaucoup plus persuadé que ses prédécesseurs que la Chine a réussi grâce au Parti communiste chinois. Il y a en Chine un grand débat depuis 10 ans, de savoir si la réussite de la Chine, c'est parce que la Chine a importé des recettes occidentales ou parce que la Chine a conservé ce qu'elle appelle ses caractéristiques chinoises. C'est un débat d'ailleurs passionnant à voir entre les intellectuels, les académiques, pour autant qu'ils puissent s'exprimer, mais en tout cas quand on discute avec eux, ils le font plus volontiers que quand il faut écrire sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et Xi Jinping, lui, il est absolument persuadé que ce qui a fait le succès de la Chine,
incontestable. Jamais aucun pays sur cette planète n'a réussi à faire croître son économie à 10% par an pendant 30 ans, à réduire autant de monde, à sortir autant de monde de la pauvreté, à se moderniser aussi vite sur le plan des infrastructures. C'est sans aucun précédent, et c'est d'ailleurs sans aucune émulation possible. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de modèle chinois. Il y a la Chine. Alors, que les communistes chinois, pour se faire briller vis-à-vis de l'opinion, présentent le modèle chinois sur étagère pour le monde, c'est une démarche politique normale, mais personne ne réussira jamais à accompagner, à émuler, à imiter cette performance. Et Xi Jinping, lui, il est vraiment persuadé que c'est grâce au Parti communiste, et donc il n'est pas question de lâcher sur la prééminence totale du Parti communiste chinois dans la vie politique chinoise. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle il a lancé cette grande campagne anti-corruption quand il est arrivé, c'est pas du tout parce que M. Xi Jinping, c'est pas parce que Confucius dit que la corruption c'est pas bien, d'ailleurs Confucius ne dit pas ça, c'est tout simplement parce qu'il est arrivé persuadé que le niveau de corruption que la Chine avait atteint empêchait le système de domination du parti sur la société, sur la politique et sur l'économie de marcher. Il a constaté qu'on appuyait sur un bouton à Pékin, au comité central, et puis ça ne marchait plus. Le gars à Shanghai, à Chengdu, à Chongqing, il n'exécutait pas les instructions, il ne marchait plus comme avant. Pourquoi ? Parce qu'il était corrompu, et qu'il y avait quelqu'un qui payait et qui interférait avec... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce dispositif anticorruption a été si considérable, parce que ça a été la manière pour Xi Jinping de reprendre le contrôle politique du dispositif. Étant entendu qu'entre-temps, le secteur d'État étant remonté à 30%, quand vous avez 30% de votre économie qui répond à vos instructions, qui sont celles du comité central, du bureau du comité central du Parti communiste chinois, vous avez un énorme pouvoir. Et de son point de vue, recéder ce pouvoir au marché, c'est quelque chose qui l'enthousiasme pas du tout. Et je reviens sur cette grande transformation géopolitique. Il est vrai qu'à partir du moment où les États-Unis redeviennent, si je puis dire, sur un mode de capitalisme plus autarcique, et au moment où la Chine fait croître la partie de son économie qui n'est pas vraiment une économie de marché, la cohabitation, la coexistence, dans la globalisation que j'indiquais tout à l'heure, devient beaucoup plus difficile. Parce que c'est assez clair que dans ces conditions-là, les conditions de la concurrence ne sont pas réunies. Si vous pouvez subventionner 30% de votre économie et que vous êtes devenu un grand éléphant du commerce mondial, c'est pas du tout pareil que si vous êtes une économie de marché et que vous êtes un petit animal. Et là, il y a une vraie difficulté dans le système d'échanges internationaux, dans le fait que un certain nombre de pratiques chinoises de concurrence ne sont pas justes, ne sont pas les conditions d'une concurrence suffisamment juste pour qu'elle soit acceptable pour tout le monde, ne sont pas réunies. Je l'ai souvent dit, y compris Trump accuse les Chinois de tricher avec les règles du commerce mondial, c'est absolument inexact. Les Chinois ne trichent pas avec les règles du commerce mondial. Quand ils trichent, ils se font pincer. Parce que l'OMC est un endroit très très sophistiqué de gouvernance, où il y a y compris un tribunal qui fait que quand vous pensez que vos partenaires à l'échange trichent, vous les traînez devant le tribunal, et ça marche d'ailleurs assez bien. Les Chinois ne trichent pas. Mais les règles du commerce international, dans un certain nombre de domaines, ne disciplinent pas assez un certain nombre de pratiques chinoises. Et notamment en matière de subvention. Et ça, c'est un problème qui, l'OMC, y compris d'ailleurs quand j'étais directeur général, enfin le directeur général de l'OMC, on l'appelle directeur général, il dirige beaucoup moins qu'un commissaire européen ou qu'un ministre national, parce que ce sont des États membres qui doivent se mettre d'accord et que vous êtes là pour essayer de les aider à se mettre d'accord. Mais enfin, s'ils n'ont pas envie d'être d'accord, c'est pas vous qui allez leur imposer d'être d'accord, même en essayant d'être persuasif. Et donc, on est maintenant dans une situation où cette idée que la globalisation, au fond, c'était la voie à suivre, ça marchait, tout le monde était à peu près content, et puis petit à petit, elle s'égalisait. Bon,
ceci a changé et on est maintenant dans une période où c'est beaucoup plus dangereux. C'est dangereux pour la paix. Il y a dans la rivalité sino-américaine des éléments de sécurité très compliqués. D'autant plus que ce qui se passe dans le cyberespace, on ne le voit pas très bien, hein, vous et moi, même si on est plus ou moins branché sur la réalité de ce qui s'y passe, et elle est très lourde, dans un certain nombre de cas. C'est dangereux pour la croissance, parce que si la globalisation est efficace au prix de sa pénibilité, moins de globalisation, ou un ralentissement de la globalisation, c'est moins de croissance. Donc c'est pas bon pour la paix, c'est pas bon pour la croissance. Et l'expérience politique a montré que c'était non plus pas bon pour la démocratie, parce qu'on a quand même vu fleurir ces derniers temps, y compris tout près de chez nous en Europe, des régimes qu'on qualifie comme ça, parce que c'est diplomatiquement acceptable, de démocratie illibérale, qui en réalité sont des endommagements sérieux au fonctionnement de la démocratie. Et c'est vrai, dans tout un tas de pays de cette planète, la démocratie a reculé depuis 20 ans sur cette planète, les droits de l'homme ont reculé, la liberté de la presse a reculé, l'indépendance des juges a reculé. Voilà des éléments qui sont consubstantiels à des systèmes démocratiques qui marchent. Alors j'en termine avec mon dernier point qui est, si tout ça est un peu préoccupant, et ça l'est, vers quoi allons-nous? Et là-dessus, je vais répondre que je n'en sais rien, ce qui me paraît raisonnable, mais de manière peut-être un peu plus précise, je pense que la suite dépendra beaucoup de la capacité des Européens, de l'Europe, de l'Union des Européens, à peser dans le sens d'une globalisation que j'ai appelée en 99. J'ai inventé ce terme à l'époque, quand j'ai passé mon examen de commissaire devant le Parlement européen, qui est un examen assez redoutable, que j'ai appelé la globalisation maîtrisée, qui au fond est la conception européenne de ce que c'est qu'un système économique, politique, social, moderne. L'Europe, qui a beaucoup de mal à se définir elle-même, il suffit, et j'ai eu la chance de faire cette expérience, il suffit d'en sortir, de comprendre comment les autres la voient, pour comprendre que l'identité européenne est beaucoup plus claire dans les yeux des non-européens qu'elle ne l'est dans les yeux des Européens. Oui. Hein, si vous demandez à un Brésilien moyen, un Chinois moyen, un Indonésien moyen, un Africain moyen de venir l'Europe, il va vous dire, en gros, l'Europe c'est un endroit où il fait mieux vivre qu'ailleurs. Hein, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles l'Europe reste un objet de désir dans le monde. J'ai dit ça l'autre jour en réponse à Régis Debray, avec lequel je suis pas toujours d'accord, même si je ne suis pas toujours en désaccord. C'est sûr que l'Europe n'est plus le centre du monde, et elle l'a été, mais elle ne l'est plus, et elle ne le sera plus pendant un certain temps, mais elle reste le centre des rêves du monde. Hein, c'est-à-dire que nous sommes identifiés comme l'endroit, au fond, à mi-chemin entre les Américains et les Chinois. Hein, on a des économies de marché, mais on a des démocraties. On a des systèmes où les libertés publiques sont très développées, mais on a des systèmes sociaux qui amortissent beaucoup des effets de cette pénibilité de la croissance via la globalisation. On a une sensibilité, et je vais y revenir, on a quand même une sensibilité environnementale qui est un peu en tête de ce que pensent les gens de cette planète. On a un accès à la culture qui, en général, est beaucoup mieux réparti qu'ailleurs, mais tout ça, pas pour dire que l'Europe est un endroit idéal pour tout le monde. Il y a un Européen, des Européens malheureux. Mais si on regarde les choses globalement, l'Europe reste l'endroit de cette planète où cet équilibre, en quelque sorte, se fait le mieux, ou en tout cas le moins mal. Et donc, si la globalisation
Et ces difficultés viennent de problèmes dans sa gestion globale et de problèmes dans sa gestion domestique, qui est un peu le résultat de ce que je viens d'indiquer sur cette phase de turbulence qu'on a connue. Ça marche moins bien sur le plan de la gouvernance globale, et les systèmes domestiques étalent moins bien la fonction Ricardo schumpeterienne de la globalisation. Alors, il y a un endroit où on a la pensée de ce qu'il faut faire. Alors, on sait que c'est pas chez Trump. Il suffit de regarder ses tweets tous les matins. On sait que c'est pas chez Xi Jinping. Je ne parle pas des États-Unis ou de la Chine, là, je parle de Trump et de Xi Jinping. Nous, Européens, pétris, munis de cette équation civilisationnelle un peu particulière, n'avons pas très envie de devenir américains ou chinois. On a cette capacité à penser le système international comme multilatéral, et il est dans notre ADN européenne. L'Union européenne, c'est un mini-processus multilatéral, en tout cas plurilatéral, entre des États-nations souverains qui ont décidé de mettre ensemble un certain nombre de choses pour continuer à exister et à faire prévaloir les valeurs qui sont les leurs. Et on a, effectivement, on est moins loin que d'autres dans la réforme de systèmes domestiques de réduction de l'insécurité sociale. Non pas qu'on n'ait pas des problèmes, on en a, mais on est moins loin que les autres. Et donc, je pense personnellement, et c'est d'ailleurs une des conclusions de ce bouquin que j'ai fait avec Nicole Nisotto il y a 2 ans, et puis on a fait une nouvelle édition à la fin de l'année dernière, qui s'appelle « Où va le monde ?», sous-titre « Trump et nous », un peu plus accrocheur. Elle comme géopolitologue, moi comme géoéconomiste, moi je continue à penser qu'il n'y aura pas de déglobalisation, ou en tout cas que la globalisation ne marchera pas en arrière, et que à terme, la force de cette interpénétration finira par être stabilisante. Je pense que Trump ne déglobalisera pas cette planète. Nicole Nisotto, en géopolitologue, est beaucoup moins sûr que moi. Moi, je pense que la raison finit en général par l'emporter. Elle pense que les passions finissent en général par l'emporter. On n'en tire pas tout à fait les mêmes conclusions sur la marche du monde. Et on passe en revue ce qui se passe dans les différents secteurs, dans les différents continents. Mais il y a un point sur lequel on est d'accord, et d'où la dernière partie du livre, c'est sur le fait que si quelqu'un peut peser dans le bon sens, c'est l'Europe. Alors, elle peut peser dans le bon sens en défendant le multilatéralisme contre des attaques de type de celle de Trump qui sont un retour au bilatéralisme. Trump pense tout simplement que les États-Unis sont les plus forts et que quand on est les plus forts, on n'a pas intérêt à se mettre dans un grand machin où tout le monde décide de tout. On est beaucoup mieux à discuter bilatéralement parce que là, le rapport de force s'exprime de manière beaucoup plus nette. C'est ce qu'il pense. Nous ne pensons pas ça. Nous, les rapports de force, les Européens, on considère qu'on a donné dans l'histoire, qu'en général ça se termine mal, et au contraire, on a inventé toute une idéologie du droit, des pactes, des contrats, des institutions. L'Union européenne est née et vit de ça. Donc, défense du multilatéralisme, pas seulement en matière de commercial, mais aussi en matière commerciale, en matière de taxation, en matière d'environnement, dans des matières comme effectivement les questions de cybersécurité qui sont aujourd'hui très mal régulées au plan international, y compris dans les réformes à faire du système monétaire international, qui est effectivement la domination du dollar est un peu excessive. C'est d'ailleurs le grand paradoxe, la grande contradiction dans la pensée de M. Trump. M. Trump n'a pas compris que le déficit commercial américain n'est pas un problème. Et la raison pour laquelle le déficit commercial américain n'est pas un problème, c'est que les États-Unis ont le dollar, et que quand on a le dollar, on n'a aucun problème à financer ces déficits commerciaux extérieurs parce que tout le monde veut du dollar. Donc là où America is first, c'est dans la finance,
c'est avec le dollar. Et le problème avec M. Trump, qui est un génie politique, est un imbécile économique, et que ces questions assez simples, finalement, qui deviennent assez évidentes quand vous passez de la première à la deuxième année de licence ou de maîtrise de sciences économiques, il n'est jamais allé jusque-là, de ce point de vue-là. Et donc, il a une vision complètement faussée de la partie économique du dispositif. Il a une vision extrêmement pointue, et dont il faut reconnaître qu'elle a formidablement réussi de comment on réussit en politique. Mais sur le plan économique, c'est pas ça. Donc nous devons, nous Européens, travailler sur le plan multilatéral. Et c'est d'ailleurs, depuis qu'il a commencé à mettre le bazar dans la politique commerciale américaine, c'est d'ailleurs ce que nous Européens faisons. Les Européens ont, il y a 2 ans, mis au point une stratégie qui consiste à dire ce type menace de sortir de l'OMC, ce serait une erreur. Après tout, s'il veut le faire, c'est lui qui en paiera les conséquences principales. Mais il n'a pas non plus tort sur le fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, la Chine, aujourd'hui, pratique des formes d'échange international dans des conditions qui ne sont pas justes et qui doivent être révisées. Et donc, au fond, l'Europe, il y a 2 ans, a inventé une espèce de triangle. On se met d'accord avec les États-Unis pour pousser sur la Chine, et on se met d'accord sur la Chine pour pousser sur les États-Unis, pour maintenir, au fond, un système multilatéral, y compris en matière commerciale. Il faut garder les Américains dans l'attente, et il faut ramener les Chinois davantage vers le centre de l'attente. Étant entendu que l'argument selon lequel ils sont un pays en développement vaut de moins en moins, même si il vaut quand même, selon la question que je posais tout à l'heure sur la nature exacte de la Chine dans la globalisation et dans l'échange international. Donc l'Europe doit bouger dans cette direction, elle le fait, et elle doit aussi, évidemment, revoir ses propres systèmes internes pour retrouver des systèmes de réduction de l'insécurité sociale, d'amortissement de cette fonction ricardo-schumpeterienne qui est là en partie perdue, ce qui donne lieu à ces poussées populistes. Tony Blair disait que pour être dur avec le crime, il faut être dur avec les causes du crime. Moi, je pense du populisme que si on veut réduire ces courants, qui ne sont pas majoritaires, enfin qui se sont plutôt bien portés ces derniers temps, il faut s'attaquer aux raisons qui ont fait leur succès, qui, d'un certain point de vue, s'analysent, se comprennent. Et donc, il y a un travail à faire au plan international, il y a un travail à faire au plan domestique, et au fond, l'identité européenne, c'est bien celle d'une globalisation plus civilisée que celle des autres, et évidemment, en continuant à pousser le sujet que nous avons réussi à faire vivre dans la vie internationale depuis 25 ans, qui est la cause environnementale, et notamment le changement climatique. J'ai souvent dit, je continue à parcourir cette planète à raison de 500 000 km par an, ce qui n'est pas une empreinte carbone très glorieuse, mais j'ai souvent dit que pour le reste du monde, le drapeau européen, c'est pas un drapeau bleu avec des étoiles jaunes, c'est un drapeau vert. Nous sommes identifiés sur le plan de la reconnaissance internationale comme les porteurs d'un modèle de développement qui, autant que possible, mette fin à cette dégradation de la planète qui est née de la vie industrielle et de la vie économique et du modèle actuel. Et donc il y a là évidemment un énorme enjeu. Est-ce que l'Europe est capable de faire ça ? Ça, c'est la question. Est-ce que nous sommes capables de devenir suffisamment puissants, et j'utilise ce mot à dessein, pour peser sur ces évolutions et pour faire en sorte que ces facteurs qui se sont un peu désunis se reconvergent. Est-ce que nous avons cette capacité ? Je pense que la réponse est aujourd'hui non. Nous en sommes capables là où nous sommes unis, et là où nous ne sommes pas unis, comme par hasard, nous n'en sommes pas capables. Parce qu'on est dans un monde où les poids comptent. Et le poids, on a le poids de notre marché, qui est le plus grand,
parce que le plus volumineux, on n'est pas la population la plus nombreuse, mais on est la population la plus nombreuse et la plus riche. Les Américains sont moins nombreux que nous et un peu plus riches, les Chinois sont beaucoup plus nombreux que nous mais beaucoup moins riches. Donc le volume de notre marché nous donne un poids considérable dans les affaires du monde, mais ça n'est que la partie marché. J'ai souvent l'habitude de dire que la souveraineté européenne, la puissance européenne, elle est un peu conique. Hein, à la base, ça va, dans le commerce, dans les marchés, on tient. Mais alors, si vous montez dans le cône et si vous passez petit à petit de la raison à l'émotion, le haut du cône, c'est d'être capable de déclarer la guerre. Hein. Là, il n'y a plus personne. Hein. Et donc, le problème européen, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas assez puissants pour, à coup sûr, peser sur ces évolutions dans le bon sens. Est-ce que ça viendra ? La réponse est assez simple, c'est que ça dépend de nous. Je pense qu'on a la possibilité de le faire. Ça ne va pas forcément de soi parce qu'on a perdu une partie du terrain qu'on occupait à la frontière de la technologie. Ça n'est pas irrécupérable dans un certain nombre de domaines. On continue à produire en gros 20-25% de la science tous les ans, ce qui est bien pour 7% de la population. Là où on n'est pas bon, c'est dans l'innovation. On a 25% de part de marché de science, ce qui est bien. On a peut-être 10 ou 15% dans l'innovation. Face à des clients comme les États-Unis ou la Chine, évidemment, c'est tout à fait insuffisant. Et donc, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, et ça me mène à ma conclusion. Je pense au fond que pour nous, Européens, et je me situe du point de vue de nos intérêts et de nos valeurs, parce qu'il y a un moment où les choix sont faits en fonction de ça, la déglobalisation n'est ni probable ni souhaitable. Elle n'est pas probable parce que je pense que les facteurs de fond, et notamment l'évolution technologique, continuent à y porter. Je pense que, effectivement, l'échange international est porteur d'efficience à un certain coût de pénibilité. Et en gros, je pense que la globalisation est efficace et pénible, et que la déglobalisation est inefficace et pénible. Et d'ailleurs, si on en veut un exemple, on en parlera maintenant, dès que j'aurai terminé ma conclusion, on a un assez bel exemple d'une tentative de déglobalisation avec le Brexit. Et il faut dans ces cas-là regarder les faits. La réalité, c'est que franchement, ça ne marche pas. Il y a des raisons politiques pour lesquelles on en est là, mais sur le plan économique, ils n'arrivent quand même pas. Nous n'arrivons pas, ils n'arrivent pas à sortir l'œuf britannique de l'omelette européenne. Et donc, je ne pense pas non plus qu'on sortira l'œuf américain ou l'œuf européen de l'omelette mondiale. Et donc, ça ne veut pas dire que tout va se passer très bien, parce qu'encore une fois, cette globalisation a des effets plus positifs et négatifs selon les uns que selon les autres. Mais pour nous, Européens, si on considère, et je termine sur ce point économique, si on considère que notre perspective de croissance à moyen long terme, compte tenu de nos démographies, compte tenu de nos avantages comparatifs, c'est de l'ordre de 1,5%. La croissance mondiale, moyen long terme, c'est de l'ordre de 5%. Si on est sur ce schéma, alors nous devons considérer qu'une grande partie de la demande supplémentaire qui sera adressée à l'économie européenne ne viendra pas de chez nous, elle viendra d'ailleurs. Et de ce point de vue, s'il y a un continent qui n'a pas intérêt à la déglobalisation, c'est-à-dire à la construction de l'échange international et la fermeture de marché, c'est nous. Je pense que les Américains non plus, mais c'est pas ce que pense M. Trump. Je pense que les Chinois non plus, mais c'est pas forcément ce que pense M. Xi Jinping. Je pense que M. Trump et M. Xi Jinping vont finir par déglobaliser en partie les États-Unis et la Chine, en tout cas dans le secteur de la tech. Mais notre intérêt à nous, à long terme, ne correspond pas à celui de ce que serait une déglobalisation. Je passe sur les aspects philosophiques, culturels, qui tournent autour de l'ouverture. Tout ceci dit que les élections qui s'approchent, là, à la fin du mois prochain, à un moment où l'Europe est quand même dans une période elle aussi turbulente, et une partie de ces turbulences ont beaucoup à voir avec celles que j'ai indiquées dans la globalisation, on est à un moment où les décisions qu'on va prendre en tant qu'Européens compteront beaucoup pour la suite. Merci de votre attention.
Bon, je te remercie beaucoup, c'était vraiment excellent. Et je vais prendre 3 ou 4 questions, pas plus, en raison de l'heure. Alors j'attends. Monsieur Lamy, bonsoir. Ne pensez-vous pas que les intérêts économiques et géopolitiques de l'Europe, compte tenu de ce que vous venez de dire, à la lumière de la globalisation maîtrisée dont vous venez de parler, qu'il serait peut-être temps que l'Europe se retourne de nouveau vers la Russie, on ne parle pas de M. Poutine, mais se retourne de nouveau vers la Russie pour augmenter la puissance européenne, tant économique que politique, vis-à-vis de l'OMC. Merci. Oui, j'étais tout à fait passionné par ce qui a été dit. Je voulais simplement faire une remarque. Je me souviens de Jacques Delors disant dans une soirée à Chantilly que ce que était amené à dire, c'était non seulement un gros travail sur la globalisation, mais en même temps qu'on ne s'en sortirait pas sans faire un énorme travail sur les différents champs culturels qui se partagent le monde, cette globalisation étant très largement construite dans l'ignorance très souvent, et donc exigeant des stratégies ou des politiques de confrontation culturelle, et je pense notamment à nos camarades britanniques et le Brexit, mais aussi dans l'Europe d'aujourd'hui, où c'est encore un manque. Vous avez brièvement évoqué le climat. Je considère que ce développement des échanges, toujours plus, ça fait développement des transports, toujours plus de porte-containers en mer, toujours plus de camions sur les routes. Donc on va à l'encontre de la réduction des effets sur le climat. Monsieur Lamy, bonjour. Vous avez dit que M. Trump était nul d'un point de vue économique. Mais M. Trump ne gouverne pas tout seul. Et est-ce que vous pensez que dans 2 ans, les choses changeront si Trump n'est pas réélu? Voilà, je pense que Pascal va répondre maintenant aux 4 questions. Bon, sur la Russie, ça a eu été faisable. Moi, j'étais commissaire européen entre 1999 et 2005. J'ai discuté avec les Russes et avec Poutine les conditions de ce qu'aurait été à l'époque une entrée de la Russie à l'OMC. Elle ne s'est pas faite pour des raisons américaines, pas pour des raisons européennes. Et c'était il y a 20 ans. Hein. Nous partagions, nous Européens, et lui, et je me souviens très bien des discussions que j'avais avec lui, l'idée qu'à terme, il y aurait un grand continent européen. C'est pas question que la Russie rentre dans l'Union européenne, mais tout ceci ferait l'objet d'arrangements où ils nous vendraient leur énergie et on leur vendrait ce qu'on sait faire, que l'économie russe finirait par se moderniser, se développer, et que tout ça, au fond, participerait un peu de rêve, au moins implicite, de convergence que j'indiquais tout à l'heure entre les États-Unis et la Chine. Nous n'en sommes absolument pas là aujourd'hui. Poutine est un homme qui considère que l'union des Européens est un danger pour la Russie, qu'il faut la repousser, qui a lancé des tentatives de manipulation dans beaucoup de nos pays européens. J'en ai discuté encore récemment avec Mme Merkel, que j'ai trouvé extrêmement inquiète sur ce point. Il a évidemment mis la main sur la Crimée et sur une partie de l'Ukraine par la force, ce qui est une déchirure considérable dans le contrat international des temps modernes. Donc, ça a complètement changé. Alors, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ça a changé. Est-ce que, au moment de la chute du mur, les Occidentaux auraient dû être, au fond, peut-être un peu plus modérés dans l'idée qu'il fallait garder l'OTAN? On aurait peut-être pu se débarrasser de l'OTAN, mais enfin, ça n'allait pas de soi non plus. La vérité est que la Russie est un pays qui ne décolle pas économiquement, qui est resté un pays assez arriéré, qui continue
dans l'échange international à exporter des ressources naturelles. Qu'est-ce que la Russie exporte? Du gaz, du pétrole, de l'acier, de l'aluminium, qui sont de l'énergie en boîte, quoi. Bon. Donc ils ont un avantage naturel énergétique qu'ils utilisent, qu'ils manipulent d'ailleurs en partie en Asie centrale avec des considérations sur le transit qui sont parfois un peu à la marge de ce que régule l'OMC. Enfin, je n'entre pas dans tous les détails. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la Russie n'est pas prête à une insertion moderne dans la globalisation. Et la raison fondamentale pour laquelle elle n'est pas prête, c'est qu'elle a un régime politique, qui est un régime extrêmement sévère, où la corruption est absolument partout. Demandez à n'importe lequel de vos amis qui a fait du business en Russie depuis 15 ans ce qui se passe s'il a un problème avec un juge. C'est une vente aux enchères. Une décision de justice en Russie, quand vous êtes dans le business, c'est la vente aux enchères. C'est celui qui paye le plus qu'emporte. Et donc, c'est un système qui, aujourd'hui, n'est absolument pas en capacité d'interagir autrement que de manière extrêmement agressive, parce que ce que Poutine n'arrive pas à faire avec son pays du point de vue de la satisfaction de ses consommateurs et de ses habitants, il le remplace par un nationalisme extrêmement agressif qui l'a conduit à ces différentes aventures. Et aujourd'hui, Poutine n'est pas, pour les Européens, un partenaire sérieux ni acceptable. Alors, il y a eu d'autres périodes de l'histoire humaine où le dirigeant russe, Pierre le Grand, pendant une partie de sa vie, il a pensé qu'il fallait au contraire se mettre d'accord avec les Européens, qu'il admirait, dont il admirait l'art, la culture, etc. Bon. C'est pas le cas de M. Poutine, et jusqu'à présent, il a quand même gardé une poigne extrêmement assurée sur l'ensemble du dispositif. Delors avait effectivement l'idée de développer une dimension culturelle dans la construction européenne. Il avait d'ailleurs inventé une formule que j'ai gérée avec les gens de mon équipe qui travaillaient avec lui, qui s'appelait les carrefours de la culture. Il était effectivement persuadé, un peu comme Jean Monnet d'ailleurs, même si Jean Monnet n'a jamais dit ce qu'on lui fait dire, quand on lui fait dire que si c'était à recommencer, il commencerait par la culture. Il y a quelque chose de vrai dans le fait que dans la difficulté des Européens à percevoir leur semblance, leur ressemblance, leur semblance, les intellectuels, il y a beaucoup du fait qu'ils sont obnubilés par leurs différences. Et que ce sont ces différences qu'on leur apprend, ce sont ces différences qu'on trouve dans les comptines, dans les manuels d'histoire, dans les récits, dans les blagues, dans des tas de choses qui formatent la pensée que les gens ont des autres. Et Dieu sait que ça commence très tôt dans l'enfance. Et il est vrai que les Européens se sentent d'autant plus différents qu'ils sont proches. Vous demandez aux Français s'ils se sentent plus près des Allemands ou des Polonais. Ils préfèrent les Allemands aux Polonais, mais si vous rentrez sur le terrain des différences, ils vont trouver plus différents des Allemands que des Polonais. Et c'est la même chose avec les Irlandais, les Grecs, les Portugais, etc. Et donc, il y a là une grande partie du déficit démocratique. Je le dis souvent, il y a un déficit démocratique en Europe, mais ce n'est pas un déficit de Kratos. C'est un déficit de démos. C'est pas les institutions qui sont le problème. C'est le sentiment d'appartenance à un espace politique commun, ce que Elie Barnavi, qui est un diplomate israélien très astucieux, appelle l'Europe frigide. C'est-à-dire, en gros, vous allez chez le docteur institutionnel, il vous dit tout va bien. Moi, je vous ai radiographié, il y a un quasi-gouvernement, il y a une chambre des États, il y a une chambre des peuples, il y a une Cour suprême qui régule tout ça. Non, franchement, je regarde dans mon manuel Montesquieu, tout va bien, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Oui, mais ça ne marche pas, parce que le taux de participation aux élections européennes est plus bas qu'aux élections nationales. C'est pas qu'il soit catastrophique, mais en général, il est plus bas. C'est donc qu'on se sent moins impliqué, moins appartenant. Et la raison pour laquelle on se sent moins appartenant, c'est parce qu'on n'a pas justement ce sentiment d'une communauté ressentie. Et
je partage tout à fait cette idée qu'il faut petit à petit cheminer dans l'incompréhension de ces différences, parce que quand on les comprend, elles s'évaporent. Et aussi parce qu'il y a une curiosité dans l'apprentissage de ces différences qui est là. On est le succès d'une chaîne comme Arte, évidemment, c'est pas très populaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent Arte, mais c'est ce qu'ils ont petit à petit réussi à faire pour une petite partie. Et j'ai moi-même, d'ailleurs, lancé il y a quelques années le début d'un réseau de chaires d'anthropologie européenne contemporaine que je finance et que j'essaie d'aider à financer pour constituer un réseau justement de chaires d'anthropologie et d'ethnologie contemporaine. Donc pourquoi les Espagnols vont au foot avec leur famille et les Italiens avec leurs amis, et surtout pas l'inverse. Pourquoi les Allemands célèbrent leurs anniversaires de manière aussi pompeuse à partir de 60 ans. Pourquoi quand on fait les courses en Pologne, on les fait dans cet ordre-là, alors qu'au Portugal, on les fait dans l'ordre inverse. Bon, il y a des tas de choses qui ressortent de la vie contemporaine, qui sont très révélatrices de ces différences. Et donc, je pense effectivement, c'est ce que j'appelle la face nord, c'est-à-dire c'est l'intégration par l'esprit, par la conscience, par la culture. Et d'ailleurs, on a fait un colloque, je cite cet exemple pour aller dans votre sens, on a fait un colloque à partir de la première chaire qui a été créée il y a 2 ans à l'Université catholique de Louvain, l'hiver dernier, à Bruxelles, sur les personnages de l'hiver européen. Les Pères Noël, les Santa Claus, les Pères Fouettards, pourquoi dans un cas le saint en question est l'ami des enfants, les protège, pourquoi dans un autre cas il est l'ennemi des enfants, il est celui qui va les punir s'ils font des bêtises, pourquoi des fois c'est des saints, pourquoi ça c'est des diables, et tout ça, il y a de tout ça dans l'histoire européenne, et le résultat de tout ça, en gros, c'est que parmi ces innombrables différences des personnages de Noël, il y a une grande communauté qui est que entre, en gros, la date qui est devenue celle de Noël et la date qui est devenue celle de l'Épiphanie, dans cette période très spécifique de l'année, la géographie, le climat européen fait que c'est le moment où les nuits sont plus longues et où il fait le plus froid. Et juste pendant cette période, c'est le moment où on a besoin de se raconter des histoires entre nous, pour traverser cette période qui est un peu angoissante et qui, dans les débuts des habitations européennes, c'est quelque chose qui est totalement européen. C'est pas du tout la même chose aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose en Inde. Ça vient de la géographie et du climat, qui ont été des infrastructures, de superstructures culturelles. Et si on prend les choses de cette manière, on comprend ce qu'on a en commun. Ce qu'on a en commun, c'est qu'on a tous des personnages de Noël qui s'activent formidablement sur le plan émotif, émotionnel, entre cette date-là et cette date-là. Avant, il ne se passe pas grand-chose, après, il ne se passe pas grand-chose, mais pendant cette période-là, on a vraiment besoin de se raconter des histoires. Bon. Et donc, je prends cet exemple, il y en a d'autres, et on en trouvera d'autres. Évidemment, ça prend un peu de temps, et puis il faut aussi que les anthropologues et les ethnologues, qui trouvent assez confortable de faire des thèses sur la culture de Chou en Bas-Quercy, entre le XIIe et le XIVe siècle, parce que alors là, franchement, vous ne risquez pas d'être emmerdé par la vie politique, par les médias, vous êtes tranquille. Bon, évidemment, il faut rentrer un peu dans le monde contemporain, et c'est pas simple, notamment dans les sciences humaines, ce sont souvent des gens qui, à part les sociologues qui font de la politique tout le temps, pas toujours très bien d'ailleurs, les autres ont un peu tendance à s'en méfier. Sur environnement, échange international, alors c'est une question très très compliquée, sur laquelle je vais finir par écrire un bouquin, mais pour l'instant je n'ai pas encore tout à fait le temps. Il y a dans cette question très compliquée à boire et à manger. Je résume, pour ne pas être trop long. D'un côté, le développement de l'échange international, dans son côté ricardien, aboutit à une meilleure utilisation des facteurs de production. Et ça, c'est vrai pour le capital, pour le travail, mais c'est aussi vrai pour les ressources rares que nous consommons excessivement, et notamment en matière de changement climatique et d'émissions de CO2. Je le dis souvent, un jour, il y a une dizaine d'années, l'Arabie Saoudite
a fait le calcul de ce que ça lui coûtait en eau de produire des céréales. Les Saoudiens mangent, comme beaucoup d'endroits de cette planète, des céréales sous diverses formes, et ils produisaient les céréales qui donnaient lieu à leur pain, à leurs pâtes, etc. Et un jour, ils ont fait le calcul, et ils ont vu ce que ça leur coûtait, et ils ont dit, stop, arrêtons de produire des céréales, vu ce que ça nous coûte en eau, et donc on va aller acheter des céréales sur le marché mondial, parce qu'il y a des pays qui ont d'énormes ressources en eau, le Canada, l'Australie, l'Ukraine, qui produisent des céréales dans de très bonne qualité environnementale. Et c'est un exemple dans lequel c'est la division internationale du travail qui aboutit à une meilleure allocation des ressources environnementales. D'un autre côté, c'est vrai que, par exemple, via le transport, même si le transport est par mer, 90% du commerce mondial est transporté par mer, et le transport maritime est responsable de quelque part entre 1 et 2% des émissions de CO2. C'est pas rien, c'est pas d'ailleurs tout à fait la fin de l'histoire, parce que ça émet des gaz sulfurés qui sont aussi des gaz à effet de serre, comme le CO2. Et disons, c'est pas faux, le problème n'est pas le transport maritime. Là où il y a beaucoup d'émissions, c'est dans le transport aérien et dans les transports terrestres qui accompagnent le transport maritime. Il y a une solution extrêmement simple à cette difficulté, c'est que on mette un prix du carbone qui corresponde aux dommages qu'exerce le carbone sur l'atmosphère. Ça s'appelle, les économistes appellent ça internaliser une externalité. Si vous mettez le prix du carbone à 80 € la tonne, les marchés, la globalisation, le capitalisme de marché globalisé, qu'on trouve ça ou bien ou pas bien, va s'ajuster, et les processus de production et donc d'échange vont s'aligner sur ces nouveaux prix relatifs. Comme ça s'est fait pour le textile avec la Chine, pour l'aluminium avec la Russie, et pour les puces avec la Silicon Valley. Donc, il faut jouer sur les prix relatifs, le seul problème étant que pour l'instant, il n'y a pas un dispositif de gouvernance de l'environnement capable d'imposer un prix du carbone à la hauteur des externalités des émissions de carbone. Alors on a fait un pas en avant avec l'accord de Paris, même s'il est un peu moins sophistiqué que l'accord de Kyoto. Enfin, l'accord de Kyoto, c'était sophistiqué pour 20% des émissions. Là, on est moins sophistiqué, mais c'est pour 95% des émissions. Donc, dans l'ensemble, c'est quand même, ça va dans la bonne direction. Mais il n'y a pas un prix du carbone dans l'accord de Paris. Il y a des intentions, il y a des comportements, il y a des déclarations, il y a des engagements qui, implicitement, représentent un prix du carbone. En Europe, notre système de marché des permis d'émission, qui était à un prix du carbone de l'ordre de 3, 4, 5 € il y a 10 ou 15 ans, a commencé enfin à monter dans les alentours de 20 à 30 €, mais enfin, on n'est pas à 80 ou à 100. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Il y a toute une zone, là, dans laquelle il faut travailler, mais je reconnais que intuitivement, on a tendance à dire l'échange international, c'est mauvais pour l'environnement, c'est à nuancer, ça dépend des prix relatifs, et si on veut aller dans la bonne direction, il faut jouer sur les prix relatifs, y compris en réexaminant, ce qui n'a pas été fait depuis un certain temps, le problème de savoir si il faut mettre des mesures d'ajustement carbone à la frontière, pour éviter les fuites de carbone, et pour au moins pricer l'empreinte carbone d'importation au cas où elle est plus mauvaise que votre production nationale. Au cas où elle est plus mauvaise que votre production nationale, ce qui n'est pas du tout évident. Et notamment, dans le cas de nous, Européens, où nous avons une empreinte commerciale internationale extrêmement carbonée. Supposons que l'Europe mette un tarif, un droit de douane, en fonction de l'empreinte carbone de ce qu'on importe. Il faut se mettre dans l'idée que les autres ne vont pas tarder à faire la même chose. Or, notre empreinte carbone à nous, c'est les voitures, les aciers spéciaux, la pharmacie,
la chimie fine, vous êtes dans tous les cas en haut de l'empreinte carbone par rapport, pour ne pas parler d'un certain nombre de produits agricoles qui ont d'autres empreintes. Donc ces choses-là, sont compliquées. Il n'y a pas de réponse, c'est forcément une réponse d'économiste, hein. Ça dépend. Trump, je maintiens, et je ne suis pas le seul à le penser, tous les gens qui l'ont rencontré, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, je n'ai pas eu cette chance, je suis trop vieux. Mais je connais beaucoup de gens qui l'ont rencontré, je connais des gens qui ont travaillé avec lui, j'ai discuté l'autre jour pendant toute une soirée à Singapour avec son éditeur, qui a édité son premier bouquin il y a 30 ans, qui s'appelait The Art of the Deal, qui est d'ailleurs aussi l'éditeur des Mémoires d'Obama, qui est un type intéressant. Donc on connaît bien le gars maintenant. C'est vrai que sur le plan économique, il est absolument planté. Mais depuis, toujours. Il a toujours pensé que les importations c'est bien, les importations c'est pas bien, les exportations c'est bien, quoi. Hein, il y a rien, si vous partez de là, ça devient difficile de comprendre l'économie internationale, parce qu'à la fin du fin, il y a quand même autant d'importations que d'exportations dans le monde, donc ça ne peut pas marcher comme raisonnement. Mais vous avez raison, pour l'instant, il a imposé son point de vue. Et il a imposé son point de vue à un système politique américain qui, dans l'ensemble, l'opinion publique américaine pense que la globalisation, c'est bon pour les États-Unis à 60%. Sauf que dans les 30% qu'il a de son côté, et qui ne sont pas moyennement convaincus que la globalisation, finalement, c'est pas mal pour tout le monde. Il a derrière lui 30% de gens qui sont fermement convaincus que c'est très mauvais pour eux. Et en politique, les moyennes, parfois très trompeurs. Si vous avez des moumouilles dans votre camp, que vous êtes nombreux, mais avec des moumous, et que dans le camp d'en face, c'est des gens vraiment décidés, qui savent ce qu'ils veulent, et qui vont se bouger pour faire campagne, ça peut faire une grosse différence. La vérité, c'est que pour l'instant, Trump a utilisé, pour mettre en place ces mesures protectionnistes, pour aller taper les uns et les autres avec des tarifs, étant entendu que sa doctrine, c'est « je tape », et puis après on va voir. C'est comme ça qu'il fait. Il l'a fait sur le plan constitutionnel en utilisant les pouvoirs que détient le président américain au titre de la sécurité nationale. Nous, Européens, il nous a collé des droits de douane sur l'aluminium et l'acier parce que, dans la décision, on considère que les exportations européennes d'acier et d'aluminium sont une menace pour la sécurité nationale américaine. Bon, c'est complètement absurde, ça fait absolument aucun sens, mais c'est comme ça qu'il a utilisé. Et c'est vrai que pour l'instant, le Congrès n'a pas vraiment moufté, et y compris à partir du moment où il a perdu le Congrès avec les midterms l'année dernière. Alors, c'est vrai aussi que, disons, les démocrates ne sont pas tous unanimes sur le fait que l'ouverture de l'échange, c'est bien, pas plus que les républicains, mais normalement, à supposer que Trump disparaît du paysage, cette partie-là de son software disparaîtra. Ce qui ne disparaîtra pas, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est la rivalité avec la Chine. Et donc, pour nous, Européens, cet élément majeur avec lequel nous allons devoir vivre, et qui va nous obliger, selon les cas, qui va nous obliger de rester au milieu, en quelque sorte, ne pas se faire attraper par l'un pour taper sur l'autre, ou l'autre pour taper sur l'un, sauf si nous considérons que ce sont notre intérêt, que c'est notre intérêt de le faire, ça va rester. Donc si vous voulez, Poutine, Trump, Erdogan, Duterte, Bolsonaro, Netanyahou, tout ça, ça peut bouger, ça bougera dans un sens ou dans l'autre, mais le fond du problème, qui est que si on veut maintenir l'option européenne pour les peuples de cette planète, à commencer par les nôtres, il faut qu'on pèse davantage, ça c'est contre toute défense. Dans tous les cas de figure, il faut en passer par là et avoir l'énergie et la force nécessaire. Ça ne va pas de soi, l'expérience le montre.
Mais globalement, c'est quand même la direction dans laquelle il faut continuer. Bien. Voilà, je crois qu'il faut s'arrêter. Réapplaudir. Merci de votre attention. Je vous rappelle que vous avez le livre qu'a cité tout à l'heure Pascal, dans lequel il y a son exposé et encore plus, et je vous le conseille vivement. Voilà.